Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Ça va super. Eh ben moi aussi je vais très bien puisque tu poses la question. Alors, Comment ça va, Guillaume? alors aujourd'hui on va parler de Kamaru Usman. Kamaru Usman, on est assez surpris puisqu'on a suivi son ascension. Véritablement, il est passé de détester Monsieur 30% à aujourd'hui en train de devenir une véritable figure de proue de l'UFC, numéro 1 en pound for pound. Mais avant d'en parler, n'oubliez pas, Road to 100 G's. Plus que jamais, on se rapproche lentement, mais sûrement, enfin pas si lentement des 90 000 abonnés. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Et avant de lancer le générique, je tiens à préciser, on a eu beaucoup de commandes pour les savons Nike, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, pour vous dire un petit peu toute la petite histoire, je vais aller chez mes parents pour récupérer les emballages et ensuite je vais rentrer chez moi pour vous les envoyer. Puis avec Rust, on mettra des petits mots, on a aussi des petits stickers, tout ça pour vous. Donc voilà, et ça devrait être parti d'ici demain, mercredi, et vous devrez les recevoir, je pense, dans 2-3 jours. Normalement, a priori, on est en France, donc ça arrive très rapidement. On lance le générique, mon cher Rust? Générique, oui. Allez, générique, et puis oui, j'en profite, hein, vous pouvez toujours commander, bien évidemment. Let's go. Naturel. Swear. Alors Rust, Kamaru Usman, parce que oui, c'est Rust qui voulait en parler, donc si vous n'appréciez pas le sujet de ce podcast, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire Rust, t'es très bon dans tes analyses et dans ton storytelling, mais pour l'éditorial, va falloir se calmer. Non, Rust voulait parler de Kamaru Usman, parce que là, plus que jamais, c'est vrai qu'on a l'impression que la perception de ce combattant change aussi bien du côté de Dana White que des fans. Ouais, et c'est pour ça que ça me semblait vraiment intéressant comme sujet, c'est que ça, les dynamiques de carrière qui changent en termes de perception des fans, c'est assez courant. On se souvient qu'il y a, pour une des plus connues, par exemple, Ronda Rousey ou Conor McGregor, mais Ronda Rousey qui au début était vraiment adulée, c'était tu sais, c'était celle qui était la figure de proue, on la mettait en exemple pour les petites filles, etc. Et après sa première défaite, ça a été vraiment, mais au niveau des performances sportives, mais même comme elle a été, comment dire, c'est pas qu'elle a pas assumé la défaite, mais tu sais, elle a pas été gracieuse dans la défaite. Et à partir de ce moment-là, ça a été une espèce de fuite en avant. Et sa perception aux yeux des fans a complètement dégringolé. C'était vraiment intéressant en tout cas. Et là, pour Conor McGregor, pareil, hein, il y a un moment donné, alors il a toujours été polarisant, mais il y a un moment donné où il avait de l'esprit et clairement il était provocateur, mais beaucoup de gens vraiment comment dire, l'adoraient, ou en tout cas beaucoup de gens le portaient en très haute estime. Et ben là, avec la dynamique de carrière, pareil, ça commence par les performances sportives, mais du coup là il est en train de vraiment, il est en train de perdre tout le monde petit à petit. Et c'est assez intéressant aussi de noter quand c'est dans l'autre sens. Et là, pour Kamaru Usman, je trouve que c'est dans l'autre sens. Et franchement, c'est vraiment plaisant à suivre, parce que effectivement, comme tu l'as dit, à la base, Kamaru Usman, il a toujours été, ça a toujours été un très très gros prospect, même dès les débuts. Mais quand il est arrivé à l'UFC, il avait un peu cette réputation de ennuyeux au niveau de la personnalité un peu fake. Et puis pas intéressant aux yeux des fans. Les fans n'avaient pas envie de le voir grimper, en fait, n'avaient pas forcément envie de le voir monter, parce qu'il ne leur transmettait rien. Et en plus de ça, voilà, il y a eu après ce combat contre Emil Mick, le fameux, je sais plus comment il avait tourné ça, mais c'était en mode ouais, voilà. Et puis en plus là, je suis juste à 30%. Le combat avait été vraiment ennuyeux, enfin de ce que si je me souviens bien, et il avait terminé par son interview d'après combat en disant et en plus j'étais qu'à 30%. Et du coup Dana White l'avait allumé, mais descendu en conférence de presse après en disant tu ferais peut-être bien de t'activer un peu et de te mettre au moins 70 juste histoire de que les fans vibrent un peu plus pour toi, tu vois, enfin un truc comme ça. Et en gros à ce moment-là vraiment Kamaru Usman c'était un peu le vilain petit canard, quoi. Mais et c'est là où c'est vraiment vraiment fascinant, c'est que force est de constater que là, particulièrement depuis qu'il est devenu champion, et que au niveau des performances sportives, il n'y a plus rien à dire, c'est un démolisseur. Et il finit les combats, il termine les contenders méritants et légitimes, il les termine avec la manière, et il accepte tous les combats, mais vraiment, il est extrêmement actif.
il est devenu numéro 1 en pound for pound. Et en plus de ça, en fait, la raison pour laquelle vraiment je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler, c'est que tu vois, le switch où je me suis dit, OK, là, vraiment, c'est trop intéressant, c'est ce qu'il a dit par rapport à Colby Covington. On connaît leur rivalité. On sait que, Colby Covington, il est très, très, vocal, extrêmement provocateur lui-même et polarisant. Et pourtant, Kamaru Usman, il y a quelques jours, disait, on peut ne pas aimer Colby Covington, mais on ne peut pas ne pas le respecter pour ce qu'il accomplit en tant que combattant. Je le mets dans le top 15 des welterweight all-time. Respect à lui. Et cette espèce de grandeur d'âme et cette espèce de recul et de maturité, c'est extrêmement inspirant. Vraiment, c'est super, super inspirant. C'est beau. C'est une mentalité de champion, une mentalité de personne qu'on suit et tu sais dont tu as envie de faire l'exemple pour des gens, les enfants, etc. Donc tu peux parler avec fierté. Pour les générations futures, finalement. Pour les générations futures. Exactement. Et je m'arrêterai là, mais voilà, tout ça, voilà. Maintenant que j'ai un peu développé mon point, je sais pas ce qu'en pensent les gens. Peut-être que ça se trouve, ils sont pas d'accord, ce serait vraiment intéressant. Mais voilà, j'adore cette espèce de revirement petit à petit de carrière. C'est peut-être le fait d'être champion qui a modifié un peu sa manière de voir les choses. C'est peut-être depuis qu'il a eu Trevor Whitman ou qu'il côtoie d'autres personnes, je sais pas. Et surtout pour moi, c'est qu'il a su, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, tu vois, de combattants qui ont réussi vraiment à chaque fois à bien négocier les virages importants de leur carrière, mais ça a été le cas pour Kamaru Usman. On était là lorsqu'il a remporté la ceinture face à Tyron Woodley. À l'époque, c'était vraiment, je pense, pour Dana White, il devait se dire, putain, d'un côté, il y a un mec que je déteste, Tyron Woodley, où il avait dit quand même, c'est un beau gosse, mais chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est désastreux. Et de l'autre côté, Kamaru Usman, qui à l'époque, certes, commençait un petit peu à avoir les faveurs de Dana White parce qu'il avait coup sur coup joué les sauveurs en affrontant Rafael Dos Anjos et Demian Maia, et là il avait vraiment gagné le respect de Dana White, mais il n'avait pas ce côté spectaculaire. Kamaru Usman roule sur Tyron Woodley. Ensuite, les négociations pour affronter Covington sont extrêmement difficiles, on se souvient. C'était lors de la première... Non, qu'est-ce que je raconte? C'était pas à l'époque de la Fight Island, mais il y avait l'UFC qui était en septembre, donc à Abu Dhabi. Et à ce moment-là, ils officialisent Nate Diaz contre Masvidal. Et le combat qu'il devait y avoir au Madison Square Garden, c'était pas Diaz-Masvidal pour la ceinture de BMF, c'était Kamaru Usman contre Colby Covington. Et les négociations, selon Ariel Helwani, se sont tellement mal passées que Kamaru Usman est passé à ça de perdre sa ceinture. Finalement, il affronte Covington en décembre, et là aussi, tu vois, c'est un combat qui était extrêmement difficile, mais il a parfaitement endossé le rôle de, tous ceux qui détestent Colby Covington, ceux qui sont en mode, pour l'Amérique, machin et tout, multiculturel, tout ça, je vais me prendre ces gens-là. Et il a récupéré énormément d'autres fans. Au-delà de ça, il a une performance sportive où il a réussi à finir Colby Covington. Donc là, il a bien géré ce truc-là. Ensuite, il affronte Jorge Masvidal. Et là, c'est peut-être le seul moment, tu vois, où il redevient Kamaru Usman, il l'affronte en short notice, le combat est un petit peu chiant, on va pas se mentir, il fait juste ce qu'il a à faire. Et là, j'ai trouvé, en tout cas à mon sens, tu vois, même nous, quand on a vu ce qui s'était passé, les gens parlaient surtout de Jorge Masvidal plutôt que de Kamaru Usman. Sauf qu'ensuite, là on a le Kamaru Usman en mode Trevor Whitman qui finit tous ses adversaires, et surtout, tu vois, quand je disais qu'il a très bien géré tous ces virages qui auraient pu être difficiles, c'est la revanche contre Masvidal. On en parlait, à part l'argent, il y avait rien à gagner dans ce combat-là, et c'était même ultra tricky pour lui, parce que s'il refaisait une décision où c'était un petit peu compliqué, les gens allaient encore partir du côté de Masvidal. Et là, il l'a terminé pour le premier événement UFC avec du public. Et là, pour moi, tu vois, là, on est reparti sur un nouveau truc, parce qu'en plus, l'UFC maintenant le met numéro 1 en pound for pound. Là, s'il s'impose contre Colby Covington et qu'il vient à terminer Colby Covington, honnêtement, tu vois, j'ai presque même envie de dire que l'UFC pourrait être peut-être trop petite pour lui. J'avais jamais vu ça comme ça. J'avoue que là, du coup, c'est la première fois que j'y réfléchis un peu. Tu veux dire dans le sens où il deviendrait un peu comme Conor McGregor, presque aussi gros que le sport? Pas aussi gros que le sport, mais je pense un petit peu plus petit que Conor McGregor, mais pour le coup, tu vois, quand il a dit peut-être que je vais devoir aller voir Canelo Alvarez, on n'en serait pas loin, parce que qu'est-ce qui va lui rester? Si termine Colby Covington, tu sais, de manière encore plus impressionnante que lors du premier combat, il lui resterait, à la limite, si Leon Edwards gagne contre Masvidal, il lui resterait, à la limite, si jamais Khamzat Chimaev fait un truc ultra spectaculaire, là, les gens vont pas s'empêcher de pouvoir se dire, il arrive, et tu sais, t'auras toujours les gens pour dire, si jamais Kamaru Usman monte ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il a fui Chimaev. Donc, il y aura
vraisemblablement d'abord Leon Edwards s'il gagne contre Masvidal. Après Chimaev, si jamais après Li Jingliang, il gagne contre un top 5. Et après, alors soit il y aura eu en attendant quelqu'un qui sera sorti du lot, soit effectivement, pour l'instant en l'état, c'est clair que là il est en train de nettoyer mais tout ce qui se passe dans la catégorie quoi. Bon, évidemment middleweight c'est compliqué parce que c'est Adesanya et que jamais au grand jamais ils ne s'affronteront parce que Nigeria Connection etc. Ils sont amis et ils représentent quelque chose tous les deux et donc, à moins que Adesanya ne perde sa ceinture contre Whittaker, et dans ces cas-là, honnêtement, je me dis pourquoi pas. Mais sinon, c'est clair que. Après, le problème, c'est il parle d'Alvarez et il parle de boxe anglaise, et ce serait intéressant, mais bon, encore une fois, personnellement, j'ai pas envie de le voir parce que j'ai pas envie qu'il se passe une McGregor bis où le mec perd 2 ou 3 ans de sa carrière au top et pour un combat de boxe anglaise où certes lui il engrange et tant mieux pour lui, pour sa vie et sa famille, mais nous on perd 2 ans d'un des meilleurs MMA fighters de tous les temps. Donc j'aurais pas envie de le voir et d'autant plus que je pense pas que Dana White serait enclin à le faire parce que Kamaru Usman c'est pas en pay-per-view Conor McGregor et c'est même pas la même ligue. Donc heureusement, j'ai presque envie de dire le fait que ce soit pas une aussi grosse star que McGregor, ça empêchera qu'il se passe des trucs comme ça, je pense, dans d'autres sports, des cross-promotions, etc. Mais par contre, c'est clair qu'à l'UFC, s'il continue comme ça, rapidement, les gens vont se dire, ça, c'est genre mode Tyson 85-86, quoi. C'est plus des combats, c'est des exécutions, en fait, quoi. What to do pour Kamaru Usman. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il a un gros challenge, en tout cas sur le papier, face à Colby Covington. Mais tu vois, même après, je vais pas te dire qu'il risque d'être trop dominant, mais c'est vrai que s'il venait à battre Colby Covington, ce qui arrivera ensuite contre Leon Edwards et même Khamzat Chimaev, mais tu vois, ce serait plutôt fin 2022 si ça se passe contre Khamzat, t'auras quand même une hype qui sera un peu réduite avec un grandissime favori. Et justement, un challenger, certes méritant, hein, parce que Leon Edwards, c'est quand même 10 combats de suite sans défaite, 11 s'il s'impose contre Jorge Masvidal. Mais voilà, non, Kamaru Usman, il est vraiment en train de réussir quelque chose que moi je pensais, j'allais dire impossible, enfin en tout cas, difficilement imaginable. C'est vraiment entrer dans la même catégorie que Georges Saint-Pierre. Ouais. Ah oui, oui, complètement. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'à la différence de Tyron Woodley, qui quand même, je sais plus combien de défenses de ceinture il avait, mais c'était aussi impressionnant, 4, pardon. Mais en gros, la différence, c'est vraiment l'impression de domination. C'est que l'impression de domination, c'est clair. Enfin, quand il termine Gilbert Burns de cette manière, avec ce panache, quand il termine Masvidal de cette manière, avec ce panache, quand il termine Covington avec cette manière de ce panache, c'est juste, tu ne peux que t'incliner de respect, en fait, devant le côté fou de la performance, devant le côté rouleau compresseur. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est intéressant qu'on mentionne Georges Saint-Pierre parce que tu vois ce qu'il a fait par rapport à Colby Covington avec cette espèce de, tu sais, ce respect presque inattendu tellement il est beau, mais vrai, tu vois, parce qu'au final c'est factuel. C'est vrai que Colby Covington est extrêmement bon et peut-être effectivement dans le top 15 de welterweight de tous les temps, mais le fait qu'ils le disent, c'est magnifique. Et il l'a fait aussi avec Nick Diaz, par exemple. En mode, tu sais, Nick Diaz avait dit, moi, je voudrais Ousmane, je voudrais faire ce combat de reprise contre Ousmane, etc. Ousmane n'avait pas répondu à ce moment-là, mais par contre, après la performance de Nick Diaz, même lorsque Nick Diaz avait perdu, il lui a rendu les honneurs. Et pareil, hein, moi, ça m'a bougé, tu vois. Enfin, c'est beau de la part de Kamaru Usman de faire ça. C'est vraiment preuve de noblesse, quoi. Donc là, il est effectivement en train de marcher tranquillement au pas vers ce statut de Georges Saint-Pierre, quoi. Oh là là, c'est dit de la part de Rust. Je me permets de double coupure de Rust. C'est pour le coup Kamaru Usman. Je pense aussi, les gens vont dire, et là je partage cet avis pour par exemple Khabib dans le sens où son règne était trop court puisque c'est seulement 3 défenses de ceinture. C'est vrai que Kamaru Usman, même si il s'arrêtait à 6, si les 6 mecs qu'il bat, il les termine tous, et qu'on a vraiment ce sentiment, en fait, qu'il a nettoyé la catégorie. Moi, j'aurais pas besoin, tu vois, d'être dans les sphères de Georges Saint-Pierre, d'Anderson Silva, de John Jones, où t'as rien qui est quasiment long de 10 ans, 8-10 défenses de ceinture. Non, parce que là, il y aura vraiment cette impression de zéro déclin, et surtout, il a terminé tout le monde. Moi, c'est surtout ça, tu vois. Et c'est ce qui fait vraiment basculer les mecs dans le côté quasi icône du sport, parce que Khabib Nurmagomedov aujourd'hui,
je partage l'avis de certaines personnes qui ne le mettent pas au niveau des plus grands. Enfin, je le mets parmi les plus grands, mais je le mets pas au-dessus des autres parce qu'il y a que ces 3 défenses de ceinture. Mais honnêtement, ces 3 défenses de ceinture, comment peut-on faire plus légendaire? Ils terminent les 3 mecs et ils terminent les 3 gars qui sont à chaque fois les meilleurs de leur sport juste en dessous de lui. En plus, 3 stars. Voilà. Kamaru Usman est en train de faire ça, mais sur une plus longue durée et sur plus de combats aussi. Bah ouais, c'est ça. Et puis c'est pour ne pas tourner en rond, tu vois. Mais effectivement, ce qui est le plus impressionnant, c'est cette image qu'il a de, il est trop fort. Parce qu'il y avait vraiment longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Parce que alors John Jones, certes, il est invaincu depuis très longtemps, et puis il gagne tous ses combats, et puis jusqu'à Dominique Reyes, il était impressionnant. Mais là, je sais pas, avec Kamaru Usman, t'as vraiment cette impression que c'est comme essayer de jeter des fléchettes sur un rocher, en fait. Ça ne peut pas prendre, il est trop fort. Et il y a vraiment longtemps que j'avais pas eu cette impression-là, et donc je pense que d'autres que moi l'ont. Et ça, c'est, voilà, effectivement, ça tient à tous ces facteurs dont on a parlé, sportifs, extrasportifs et tout ça. Mais surtout, voilà, enfin, dans la cage, là, quand on arrive effectivement au point où qui que ce soit, je pense qu'on le met en mode énorme outsider par rapport à Kamaru Usman, c'est quand même très bon signe, effectivement, pour le futur et la manière dont on le considérera dans les années à venir, quoi. Et pour terminer... Parce que Tyron Woodley n'avait jamais eu cette sensation-là. Exactement. Oui, parce que Tyron Woodley s'est pas fait finir, mais on a vraiment eu l'impression qu'il s'est fait prendre son âme par Kamaru Usman. Et d'ailleurs, Tyron Woodley n'a plus gagné un seul combat depuis le combat contre Kamaru Usman. Et pour conclure sur Kamaru, je voulais dire aussi sur les revanches, il peut aussi cocher la case John Jones, à savoir faire toujours plus impressionnant lors des revanches que lors des premiers combats. Et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. C'est que là, s'il vient à faire quand même un back-to-back de revanche face à Masvidal, Covington et ensuite Leon Edwards, et qu'à chaque fois les mecs, il arrive à les finir, on va se dire d'accord, les gars ont beau avoir progressé, mais Kamaru Usman a encore plus progressé que ses adversaires en étant en plus champion et donc en ayant l'espèce de target dans son dos. Donc c'est ce qui est vraiment impressionnant. Enfin, ce serait vraiment impressionnant avec lui. Je pense qu'on a fait le tour sur Kamaru. Je pense aussi. Eh bien voilà, en tout cas merci à tous pour votre fidélité. On était en direct sur Twitch. La vidéo est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast audio. Big Rusty, je te dis à la prochaine. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, you already know. Allez, see ya mister, see ya. See ya. Je suis tellement content pour nos petits savons nails, que les gens ils nous suivent là-dessus. Vraiment moi ça me tu vois, ça me touche émotionnellement. Ouais, non, c'est